Bonjour et bienvenue à Sortir de la boîte, le podcast qui met en lumière les organismes communautaires de la région d'une façon originale et interactive. Je m'appelle Fabienne Ascherman et j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Claude Barry, coordonnatrice de l'organisme Aide et support aux aînés. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Fabienne. Bienvenue dans les studios de la télévision communautaire des Bois-Francs. Merci de m'accueillir. On va pouvoir jouer ensemble, une façon de faire ce podcast un petit peu hors des sentiers battus. Mais avant qu'on se mette à travailler ensemble ou à échanger éventuellement, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle est la mission ou à tout le moins nous présenter l'organisme dont tu es la coordonnatrice? Alors, Aide et support aux aînés, nous, on est situé à Victoriaville, au 65 de l'Ermitage, dans la bâtisse de l'Office d'habitation. C'est une bâtisse HLM et il y a 35 logements qui sont réservés pour des gens en perte d'autonomie physique assez importante. Et ces gens-là reçoivent des soins, des services d'une équipe de préposés aux bénéficiaires. Il y a une infirmière auxiliaire présente sur place, un intervenant au loisir, donc toute une équipe pour compenser les activités de la vie quotidienne, les activités de la vie domestique de ces gens-là qui ont besoin de soins, de services pour se maintenir dans leur domicile. C'est un service qui se donne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Comment ça fonctionne? 365 jours par année. Il y a des gens en service, effectivement, jour, soir, nuit. Il y a une équipe de préposés sur place. Donc, nous, on est en continu, ça roule tout le temps. Okay. Donc, c'est vraiment dans l'office, dans ce bâtiment-là que vous œuvrez. Effectivement, oui. Le premier, deuxième étage, quelques logements au troisième étage. On a regroupé vraiment les gens dans ces logements-là pour recevoir les soins là, de l'équipe. Qui sont nécessaires. Oui, effectivement. En fait, pour permettre une forme d'autonomie, parce que j'imagine que les personnes peuvent ensuite sortir. Effectivement, les gens ont des logements. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les gens louent un logement à l'Office d'habitation, malgré leur perte d'autonomie, ils reçoivent des soins et des services. Donc, ils ont une vie le plus normalisant possible, parce qu'il y a des gens là-dedans qui se déplacent en fauteuil roulant, des gens qui sont même les transferts au levier quotidiennement. Donc, l'objectif, c'est ça, c'est de maintenir des gens dans des logements dans une vie qui est le plus normale possible. On parle beaucoup de maintien à domicile, donc c'est maintien à domicile. L'objectif, effectivement. Oui, c'est ça. Oui. Eh bien, merci de nous éclairer un petit peu sur cet organisme-là. Est-ce que tu es prête à jouer, en fait, sur ce thème de sortir de la boîte? Prête, pas prête? Prête? On y va! Alors, Marie-Claude, je te présente un dé. Sur toutes les faces, il y a une couleur, il y a un thème sur chacune des faces. Et la face qui est blanche, qui n'a pas de couleur, en fait, c'est toi qui décideras, si ça devait tomber sur cette face-là, du thème que tu souhaites aborder ou la carte que tu aimerais choisir dans la boîte. Donc, je vais t'inviter à lancer le dé et à ouvrir le jeu. Bon. Bien. Alors, cette fois-ci, tu as le choix. Je vais quand même te les présenter, que tu saches les couleurs à quoi elles correspondent. Donc, orange, ce sont des cartes qui sont en lien avec le thème défi. Les bleus sont en lien avec le thème souvenir. Le vert sur le thème du rêve. Le rouge, impact. Et le jaune en lien avec la curiosité. Quelle carte choisis-tu? Alors, je vais y aller avec le bleu, qui est la couleur de notre logo et dans les souvenirs, parce que justement, on est dans nos 20 ans cette année, donc on est dans plein de souvenirs, tout ça. Donc, je pige la première carte. Merci beaucoup. Alors, Marie-Claude, carte souvenir. As-tu instauré ou avez-vous instauré comme organisme une tradition ou un rituel qui fait aujourd'hui partie intégrante de votre culture? Oui, je dirais que depuis quelques années, au niveau du personnel, on souligne la date d'anniversaire d'embauche. Alors, c'est quelque chose qu'on a instauré, comme je dis, là, depuis un certain temps. En fait, l'objectif est de souligner, dans un contexte de pénurie, de rareté de la main-d'œuvre, notre personnel est très précieux et on veut souligner ces années-là qui sont avec nous. Oui. Et on espère toujours que ces gens-là restent le plus longtemps possible. Oui. Donc, quand c'est leur date d'anniversaire d'embauche, on leur remet un petit présent avec un petit mot à leur attention. Donc ça, je dirais que ça fait partie des souvenirs, des traditions, effectivement. Une autre chose aussi, vitement, c'est que à Noël, au jour de l'an,
Pâques, dans des fêtes comme ça, le personnel distribue souvent des gâteries au niveau des résidents. Et j'ai un personnel incroyable qui aime se déguiser quand c'est Noël, ou mettre des chapeaux, des oreilles de lapin quand c'est Pâques ou des choses comme ça. C'est pas des choses très dispendieuses qu'on distribue. Ça peut être du chocolat. Au jour de l'an, c'est un petit verre de pétillant, un petit mousseux, des biscuits avec un café ou des choses comme ça, mais c'est vraiment du porte-à-porte. Donc, on a 35 logements. Les préposés participent à travers les soins. À un moment donné, bon, ils dégagent du temps dans leur routine pour vraiment faire le porte-à-porte et distribuer des choses qui, parfois, pour des gens, ça leur fait une visite parce qu'à Noël, faut penser qu'il y a des gens qui reçoivent beaucoup de gens, mais il y a des gens qui ont peu de visites. Donc, cette présence-là qui est vraiment... on arrête le temps, puis on va vraiment visiter la personne. Fait que ça fait partie d'une tradition, je dirais, qui est là depuis presque nos débuts, ou probablement depuis nos débuts. Donc, on parle d'une vingtaine d'années, comme tu l'as nommé tantôt. Tout à fait, oui, depuis 2005. Donc, le souci d'aider, de supporter une clientèle qui a besoin de soutien pour être maintenue dans un logement, mais aussi de souligner le temps ou les événements, marquer le temps des fêtes et le personnel qui le prend en charge sur son travail, finalement, parce que le travail doit être fait pareillement. Oui, tout à fait. Oui. J'imagine que le personnel apprécie ces attentions pour lui-même ou pour elle-même. Le fait de souligner la date d'embauche, c'est particulier. Habituellement, on pense plus aux dates d'anniversaire, mais ça marque le coup aussi. Et puis de voir que ça fait 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Oui, puis des fois, c'est là qu'on a un recul de dire « Ah, ça fait déjà, tu sais, c'est tout ce temps-là. » Puis ça permet aussi de se projeter dans l'avenir. Ça permet aussi de dire à la personne qu'elle est appréciée. Tu sais, moi, c'est mon souci, tu sais, de dire « Bon, ben moi, je veux vraiment, tu sais, que la personne sache qu'elle est importante pour nous. » En entrée de jeu, tu disais, c'est du 24/7, c'est du personnel, on parle de rareté de la main-d'œuvre, et c'est difficile de trouver des gens qui font ce choix-là de travailler la fin de semaine, de travailler en soirée, de travailler à Noël, travailler au jour de l'an. Puis là, je fais du pouce sur l'autre tradition, qui est de distribuer les choses. À Noël, je pense que le personnel qui travaille, bien, prenne plaisir, de faire plaisir aux résidents. Fait que je pense que c'est gagnant-gagnant, cette action-là. Oui, c'est ça. Es-tu prête, Marie-Claude, pour une autre carte? Oui. Alors, je te laisse lancer le dé. Oh! Curiosité. Curiosité, une carte jaune pour toi. Jaune. Alors, Marie-Claude, quel est le plus grand défi méconnu auquel ton organisme a été confronté? Alors, je dirais que un défi qu'on a actuellement encore, c'est d'avoir les gens qui viennent habiter dans nos logements. C'est curieux. J'aurais pensé que tu allais parler des employés, mais non, oui. Bien, en fait, c'est que c'est assez spécifique dans nos critères. Okay. Donc, nous, ça prend des gens en perte d'autonomie physique qui ont un profil d'autonomie qui correspond à nos services qu'on offre. Oui. Et on exclut les gens qui ont des pertes cognitives. Okay. Donc, c'est sûr que des gens, il faut qu'ils soient, moi j'appelle ça une autonomie d'organisation, donc qu'ils soient capables dans leur quotidien, une fois le matin que les préposés ont lavé les gens, habillés, la personne a été en fauteuil roulant, mais maintenant, qu'est-ce qu'elle fait de sa journée, comment elle s'occupe? Oui, il y a de l'aide pour les repas sont livrés à domicile, la vaisselle peut être faite par les préposés, il y a tout cet aspect-là, mais il faut que la personne soit capable cognitivement d'organiser son quotidien. Oui. Et puis, c'est ça, c'est assez spécifique, donc ça prend des gens qui sont quand même en perte d'autonomie quand même assez importante, parce qu'on parle de préposés 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, donc il faut que la situation requiert vraiment le service des préposés. Oui. Donc, tout ça est très pointu, donc on n'a pas une très grosse liste d'attente pour nos 35 logements, donc je dirais que c'est un défi actuellement. Puis c'est sûr que moi, je ne fais pas de publicité en disant j'ai des places de libre, tout ça, parce que c'est par référence des intervenants du CIUS, donc soit du CLSC, d'intervalle,
générale ou de chacun des divisions du CIUS, mais c'est par référence de l'intervenante sociale. Donc, en fait, personne peut vous approcher en disant « Moi, je suis physiquement lourdement handicapée, je souhaiterais avoir accès à vos services. » Bien, il pourrait, oui, la personne pourrait, mais à ce moment-là, souvent, si cette personne-là nous contacte puis qu'elle est déjà en situation d'handicap ou en besoin, elle a probablement une intervenante ou un intervenant à son dossier. Mais ça l'arrive, c'est déjà arrivé dans le passé que quelqu'un qui était lourdement hypothéqué, que son conjoint palliait pour tous les services, puis à un moment donné, ben, ça devient lourd, très lourd. Donc, la personne, elle avait cogné à notre porte, mais effectivement, la personne était admissible, effectivement, mais elle n'était pas connue du CLSC parce qu'elle était compensée à domicile. Oui, mais c'est plutôt rare, des situations comme ça. Souvent, c'est une perte d'autonomie qui s'installe graduellement, qui fait que les services s'instaurent au fur et à mesure, et donc ils sont connus du réseau. Oui, c'est ça. C'est intéressant ce que tu dis parce que, bon, on peut être connu ou non du réseau. Là, tu donnes un exemple où la personne, effectivement, avait du soutien à domicile, je dirais, de façon naturelle, même si c'est pas si naturel que ça d'aider un conjoint ou une conjointe, surtout c'est des gros défis d'handicap moteur, mettons. Tout à fait. Mais ça montre que c'est une information qui est bonne à savoir parce que ça se peut qu'il y ait quelque part quelqu'un qui pourrait profiter un de ces appartements dans cet office-là et qui répondrait aux critères. Est-ce que c'est toujours des personnes qui vivent seules ou est-ce dans l'exemple que tu donnes, cette personne qui s'est retrouvée, qui était à domicile, soutenue par son conjoint ou sa conjointe, est-ce que le couple peut s'installer dans un appartement chez vous? Oui, c'est bien que tu m'amènes là, Fabienne. Effectivement, dans nos objectifs aussi, c'est le maintien du couple. C'est déjà arrivé qu'on ait un couple dont l'un ou les deux sont en perte d'autonomie. Donc, quand on a une situation comme ça, où c'est un couple, bien, souvent, nos soins, nos services s'inscrivent en soutien aux conjoints aidants. Donc, ça permet aussi de préserver, parce que, bon, souvent, les conjoints ont sensiblement les mêmes âges. Donc, souvent aussi, il peut avoir une perte d'autonomie peut-être moins grande de la part du conjoint, mais on sait que soutenir quelqu'un, c'est peut être très, très exigeant aussi. Donc, oui, on a déjà eu des couples. On n'en a pas actuellement, on a déjà eu des couples. Donc, et ça peut être aussi les deux personnes qui pourraient avoir bénéficié de soins, mais ça pourrait être que... une des deux personnes. Oui, effectivement. Vraiment intéressant. Et puis, intéressant pour la personne qui aide, parce que, tu le nommais tantôt, c'est des choses bon, ça peut arriver brutalement suite à un accident, mais une perte d'autonomie peut se faire très graduellement. Le conjoint, la conjointe est capable d'en faire, mais on ne se rend pas toujours compte avec le temps qu'on en fait toujours plus. Puis l'âge n'aidant pas nécessairement, ça peut devenir compliqué de maintenir quelqu'un à domicile. Et ça peut être intéressant que des personnes qui soutiennent un conjoint ou une conjointe qui amènent des défis au niveau de leur état physique aient connaissance que c'est possible d'être soutenu et de continuer à vivre ensemble. Ça reste un défi aussi. On entend parler quand même dans des établissements où si un des deux membres du couple devait demander des soins, ben, on parle de perte de cognition aussi, mais ça peut menacer la vie commune du couple où la personne peut rester, mais le conjoint ou la conjointe doit quitter parce qu'elle n'est plus en mesure de faire face à être logée dans l'établissement qui demande des personnes autonomes, semi-autonomes, c'est ce qu'on lit habituellement. Ou ce qu'on voit aussi comme des situations où des fois on prend en charge un conjoint qui a besoin de soins, mais l'autre conjoint peut garder son domicile, puis il peut, à ce moment-là, ça on le voit actuellement, on a un conjoint mais qui vient manger avec sa conjointe à tous les jours, mais il vient pour les moments de qualité. Avec sa conjointe, puis il repart. Et dans un appartement, en fait. Dans un appartement, effectivement. Il y a une forme d'intimité qui est quand même gardée. On vient en visite, là, on n'est pas dans une chambre avec des personnes qui se retrouvent dans une salle à manger. Je dis pas que c'est mauvais, mais c'est une formule qui est peut-être plus intime, finalement. Oui, des fois, je pense à une dame que son garçon habite à Québec, puis une fois par mois, vient la visiter. Donc, bon, et on le sait à ce moment-là que cette fin de semaine-là, on y va moins souvent. Bon, la personne a toujours une cloche d'appel, nous. Donc, soit c'est en bracelet ou en collier. Donc, c'est un peu comme à l'hôpital quand on a besoin des préposés pour une situation, un besoin pressant. À ce moment-là, on sonne sur la cloche d'appel. Puis, il y a toujours des visites de routine qui sont faites chez les gens. Mais quand on sait qu'il y a un visiteur qui est là, fait que il y a le respect de l'intimité. Oui, c'est ça. Fait que oui, effectivement, de recevoir sa visite. Puis, les gens, des fois, quand ils emménagent chez nous, ils me demandent, avez-vous des heures de visite? Mais non, c'est vous qui
Vous gérez vos visiteurs. Oui. C'est vos visiteurs, vous gérez vos heures d'arrivée, vos heures de sortie. Oui. C'est à vous là, de l'aménagement, cette gestion. C'est l'immeuble de la personne. Bon, j'imagine qu'il y a des lits électriques éventuellement, mais est-ce que la personne vient avec ses propres meubles? Est-ce qu'elle pourrait avoir un canapé-lit escamotable pour que, dans l'exemple du fils, il puisse dormir là? En fait, nous, c'est des appartements soit studios, des appartements 3,5. On a quelques 4,5, mais très peu. On a chaque logement est muni d'un lit électrique, un lit simple, grâce à un don de la Fondation du CLSC Suzor-Côté. Initialement, quand on a été créé, c'est la Fondation de l'Ermitage qui nous ont beaucoup aidés. Oui. Ensuite, c'est la Fondation du CLSC Suzor-Côté qui nous appuie beaucoup pour nos équipements. Donc, l'appartement a un lit électrique. Le reste de l'ameublement, c'est à la personne. Donc, la personne signe un bail, comme je disais tantôt, amène ses meubles. Oui. Alors, il y a de tout. Il y a des gens qui ont un canapé, il y a des gens qui ont plus une causeuse ou des gens... d'un logement, j'avais une dame, elle, c'était plus comme une grande cuisine. C'est une pièce à air ouverte, donc c'est plus une grande cuisine. Elle accueillait ses enfants pour jouer aux cartes plusieurs fois par semaine. Oui. Pour d'autres, c'est plus de type plus salon. Oui. Donc, c'est vraiment selon la personne. La discrétion de la personne, oui. Donc, elle pourrait même cuisiner chez elle ou la famille venir et ils peuvent manger ensemble sans nécessairement avoir le service du repas du midi, par exemple. Donc, c'est très, très malléable et individualisé comme service de soutien que vous offrez. Hein. Tout à fait, oui. Intéressant. Moi, je suis encore intéressée que tu lances le dé, Marie-Claude. Encore jaune. Curiosité, ça va répondre à mon besoin de curiosité. Ça, je vais tenter d'en piger qu'une. Ça va en avoir juste. Alors, Marie-Claude, quel est l'aspect le plus gratifiant, mais souvent méconnu de ton travail ou de votre travail en tant qu'organisme? Aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est les fins de vie. Je dirais qu'on a vécu des belles fins de vie. Quand les gens font le choix de décider de décéder à la maison, de dire, bon, avec un accompagnement, le personnel, avec aussi le soutien du CLSC, les soins palliatifs, avec le soutien de la famille. Quand la personne dit, moi, je veux mourir chez moi, c'est chez moi ici. Puis qu'on réussit à aller jusqu'à cette étape-là, puis que on peut dire mission accomplie. On a des belles histoires de fin de vie où l'équipe était là très présente. La famille, c'est vraiment quelque chose là, qui doit être très, très lié là, avec le soutien, comme je dis, du service du CLSC, l'infirmière, il y a un service 24 heures qui peuvent venir en tout temps si la personne, on veut éviter que la personne soit en souffrance et tout. Le médecin, des soins palliatifs. Alors ça, c'est quelque chose de très gratifiant, je dirais. Quand ça arrive, on peut dire, tu sais, mission accomplie, la personne, c'est ce qu'elle voulait, puis on a réussi à lui offrir cet espace-là, cette façon-là du pouvoir sur sa fin, en fait. Et ça, je dirais que c'est une belle... on en a des belles fins, des belles fins de vie à notre actif, puis ça, c'est quelque chose dont je suis fière. Là. Mettons, tu nommais 35 unités de logement. J'imagine qu'il y a différents âges aussi dans les locataires qui sont là, qui signent le bail, donc des jeunes et des moins jeunes. Est-ce que, pour avoir une idée, combien de personnes se retrouvent à mourir dans son appartement, parce qu'on parle vraiment réellement d'appartement, est-ce que c'est un nombre significatif ou ça reste quand même assez exceptionnel? C'est assez exceptionnel. Puis on dirait que des fois, on a certaines situations où les gens sont plus hypothéqués, où il y a des moments, on dirait, dans l'année aussi, où c'est plus... je sais pas, je sais pas comment on peut s'expliquer ça, mais c'est pas quelque chose qui est si fréquent, mais c'est quelque chose là que je dirais là. Tu sais, on peut en compter peut-être un par année, un décès par année, peut-être dans notre pas un lieu, décès là, par rapport aux personnes qui bénéficient de vos appartements, mais
dans l'appartement vraiment, là, où chez vous. on a une fin de vie planifiée, Oui, j'appelle, je là, où comprends. la personne dit, bon, OK, là, je suis en soins palliatifs, puis là, on attache tous les C'est services ça. avec la famille, C'est ça. avec, bon, comme je disais tantôt, Ouais, le c'est CLSC et tout, là. Fait Ouais. que, à peu près, je dirais à peu près, on peut en avoir un par année, là. Oui, d'accord. Mais ça tend à changer aussi. C'est une mentalité aussi. C'est des choses... il y a l'aide médicale à mourir maintenant aussi, que ça... Est-ce que c'est une réalité que vous avez déjà vécue? Tout à fait, OK. oui. C'est entré dans vos logements aussi? Ben, il n'y a pas de raison que ça entre pas dans C'est vos ça. logements, mais vous avez donc déjà connu cette expérience-là. Oui. Donc, c'est la personne elle-même qui fait le choix, qui en Absolument. parle avec son médecin, qui fait ses propres démarches. Oui. Donc, nous, on n'a rien Absolument. à voir avec ça, mais après ça, la personne nous avise de dire, Oui. bon, OK, voici vers où je Oui, m'en vais. c'est ça. Donc, nous, on la supporte dans ce choix-là. Oui. Et oui, ça, c'est déjà arrivé. Oui. Et je pense que ça va réarriver éventuellement, parce que c'est quelque chose, maintenant que les gens savent que c'est possible, Oui, que c'est absolument. une option. Oui, donc, c'est ça. Ouais. Bien, alors, une autre carte pour toi, si tu veux bien jeter le dé, Marie-Claude. Ah, défi. OK, défi, une nouvelle carte pour toi. Merci. Alors, carte défi. Y a-t-il une situation particulièrement difficile que vous avez réussi à surmonter? La COVID! Ah, Oh, bien, spontanément, c'est vraiment Oui. la période de la pandémie. Alors, en étant dans des soins 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, on l'a pas eu facile. Avec une clientèle très vulnérable. Je ne referai pas l'histoire de la pandémie, là, mais bref, avec les interdictions, l'isolement, d'avoir vu les gens isolés, d'avoir vu cette perte-là de repli sur soi. Et comme organisme, nous, d'avoir vu notre personnel, d'avoir plein de défis, là, parce que il y a des gens qui avaient leur propre réalité familiale. Il y en a qui ont quitté en disant, écoute, moi, je peux pas travailler, je m'occupe de ma mère malade. Donc, on a eu des gens qui ont dû quitter leur emploi. Il y avait les couvre-feux. Moi, je me rappelle d'avoir signé des autorisations à mon personnel parce que c'est du 24 heures sur 24. Donc, j'ai quelqu'un, moi, j'ai des gens qui rentrent le soir, des gens qui rentrent la nuit, de signer des autorisations. Je me dis, mon Dieu, je suis qui, moi, signer des autorisations qui permettent à la personne de circuler? Oui. Donc, c'est vraiment un défi. Cette pandémie-là nous a vraiment fait mal, comme en même temps. Ce que je vois avec le recul, c'est que maintenant, notre équipe, moi, je pense qu'elle est même plus belle et plus forte. Ça l'a emmené à se re-questionner comme équipe. On a intégré beaucoup de nouvelles personnes dans notre équipe aussi. Des gens qui n'avaient pas nécessairement la formation de préposés aux bénéficiaires. Donc, beaucoup de gens aussi issus de l'immigration qui, eux autres, ont dit, plusieurs, tu sais, ils cognent à notre porte et disant, ben regarde, moi, je veux aider, je veux travailler avec les personnes âgées. Donc, on a des gens de notre personnel extraordinaire qui avaient une expérience, une expertise à partager. Donc, par jumelage, on a procédé vraiment à rebâtir une équipe. Et ça a été tout un défi, je dirais. Et là, avec un recul, je dirais là, que les 2 dernières années, on a une stabilité au niveau de notre personnel. Ouais. C'est curieux parce que des fois, il y a des gens qui viennent me porter des CV. Puis là, je dis, ben pour l'instant, mon équipe est complète. Ce que j'aurais pas cru possible de dire ça, v'là quelques années. Oui. Mais l'équipe est complète, l'équipe est stable. Oui. Et l'équipe a appris à travailler ensemble. C'est sûr qu'il nous reste toujours des défis dans la vie de tous les jours. Mais c'est beau, je trouve, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a construit. Donc, une capacité de résilience, hein, parce que quand tu nommes les défis, puis on les imagine bien, on les a connus chacun à notre façon par rapport à la distanciation sociale, etc., mais physique à tout le moins, donc l'isolement, effectivement. Que dirais-tu d'une nouvelle carte, Marie-Claude? Oui, je brasse le dé. Souvenir. Un autre souvenir. À la tête de l'organisation depuis 19 ans, Marie-Claude, tu as assurément des souvenirs à nous partager. Assurément. Marie-Claude, as-tu des souvenirs d'anciens membres ou de bénévoles qui ont laissé une empreinte importante sur ton parcours? Et puis la question que je me pose, c'est avez-vous des bénévoles?
Bénévoles, très peu. On vient d'en intégrer une, justement, depuis peu. C'est toute la gestion des bénévoles, en fait. On n'a pas la structure pour nécessairement, parce que bon, avoir une personne bénévole, il faut l'accueillir, il faut la diriger. Oui. Donc là, on a une personne qui a sonné à notre porte, puis quelqu'un qui est assez autonome et tout. Donc, on apprécie beaucoup cet aspect-là, mais on le développe, là. On développe ça, donc c'est très apprécié. Par rapport à un souvenir, moi, j'ai un souvenir vraiment qui tantôt on parlait justement dans les souvenirs, notre mission. J'ai une histoire avec une personne qui habitait en CHSLD depuis bon nombre d'années suite à une situation d'handicap. Elle était quand même relativement jeune encore d'être en CHSLD et il y a eu des démarches de fait avec l'intervenante là-bas, tout ça, pour la faire intégrer un logement dans notre structure, dans notre organisme. Une fois, je suis rentrée chez elle, elle venait d'arriver, puis elle faisait sa vaisselle, puis elle riait. Fait que là, je me demandais qu'est-ce qui se passe. Mais là, elle me disait, « Marie-Claude, tu peux pas savoir le plaisir que j'ai de sentir le liquide à vaisselle, le savon, de faire ma vaisselle. » Et puis moi, voyons, moi, faire la vaisselle, c'est où la joie là-dedans? Là? Mais là, ça m'a fait prendre conscience de dire, hey, elle le voit comme un bonheur, cette liberté-là, cette autonomie-là qu'elle avait. Oui, elle a besoin d'aide, c'est quelqu'un qui est en fauteuil roulant, qu'on transférait avec un levier. Oui. Mais malgré tout, elle avait une certaine autonomie pour se faire à manger, des repas simples, puis elle était capable de faire sa vaisselle. Puis elle disait au préposé, non, tu sais, c'est moi qui vais la faire. Ça prendra le temps que ça prendra, mais l'odeur du savon à vaisselle. Et ça m'est resté parce que je me dis, bon, tu sais, c'est ces petits bonheurs-là qu'on ne pense pas. Quand ça va bien, et on n'y pense pas. C'est quelque chose qu'on a, cet avantage-là de dire on est autonome puis on fait la vaisselle quand on veut. Là. Mais ça, c'est un beau souvenir puis une belle leçon de vie, je dirais. Oui, c'est ça. L'odeur du savon à vaisselle. Tout à fait. Ça, je pense que je vais m'en rappeler. Ça peut être une joie. Oui, tout à fait. La prochaine fois que je ferai la vaisselle, j'y penserai. Le temps file. En tout cas, j'aurai encore bien des questions puis j'en aurai encore bien lu des cartes que tu aurais pigé, Marie-Claude. Avant de conclure, est-ce qu'il y a un message, une information que tu aimerais partager aux auditeurs? En fait, on l'a dit tantôt, on est dans notre 20e année, donc on va avoir des festivités bientôt. C'est ça, effectivement, avec nos membres, avec nos gens. Pour moi, c'est peut-être l'occasion de souligner tous les gens qu'on a rencontrés dans ces 20 dernières années, autant des membres du personnel anciens, des familles qu'on a croisées, des résidents, possiblement qui sont décédés, les anciens résidents, là, mais leur famille. Leur famille, c'est des gens que... Là, je suis dans mes archives actuellement et je vois repasser des noms, des photos et tout ça. Fait que vraiment, remercier ces gens-là. Aider Support aux aînés, quand ça a été créé à la base en 2005, c'était un projet novateur qui avait été... C'était un appel de projet qui avait été lancé par le gouvernement de l'époque pour faire les choses autrement. Donc, d'offrir des services de l'hébergement autrement, qu'on appelait autrefois. Donc, tous ces gens qui ont cru à justement faire les choses autrement, 20 ans plus tard, on existe encore, puis on souhaite l'être encore 20 ans de plus. Donc, vraiment souligner nos sincères remerciements aux gens, parce que c'est pas simple d'être d'un projet novateur quand on n'est pas dans les petites cases. Fait que des fois, ça prend des gens qui nous aident, qui nous appuient, autant au niveau de la municipalité, des gouvernements, du CIUS aussi. Donc, c'est plus peut-être mon profiter de la tribune pour la gratitude, c'est ça que j'entends. Ah, c'est la gratitude. Effectivement. Merci beaucoup, Marie-Claude, pour ta précieuse participation. En tout cas, j'ai appris beaucoup pendant cet échange, sous le prétexte du jeu et du dé. Et puis, félicitations aussi à toute l'équipe de travail qui permet de vivre cette réalité à l'Office, enfin, toutes les personnes qui peuvent vivre là et être soutenues dans leur quotidien. Alors, c'est ce qui termine ce podcast. Merci à toi. Merci, Fabienne. Et puis à vous, chers auditeurs, si ce podcast vous a intéressé, eh bien, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Si vous souhaitez savoir qui sont les invités à venir, je vous invite à visiter le site Internet de la télévision communautaire des Bois-Francs. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.